Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies.
Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. Voici la planète Terre et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles. Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le super amas de l'Aniakea, le petit point ici est notre galaxie. On continue, le super amas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tache vue d'ici. Ensuite, le super amas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle
qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini. Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan. Cet endroit s'appelle le supervide de l'Éridan. Il fait environ 1 milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit, et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre, et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres, comme 2 gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau du nôtre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide. Et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers. Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient, et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les 2 bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées. Puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de 2 galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait 2 fois la taille de la nôtre. Elle comprend 1 billion d'étoiles, soit 2 fois plus que notre Voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête, un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges, des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toute taille. Cette soupe mortelle se déplace vers nous à 100 km par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des 2 commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines. Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de 2 galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme.
Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand tamis. Les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera aux trous noirs situés au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles. Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussière d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirées par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant. Mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées, car une partie sera transformée en énergie. Lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison, la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernova. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolore au centre des galaxies fusionnées. Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartés reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La Voie d'Andromède, ou l'Andromède lactée, ou l'Androctée, la Voie Andro-Milky-Méda, bla 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 bla. Difficile à dire. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps.
Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ?
Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Des nuages de feu et de fumée s'élèvent et la fusée décolle. La Delta IV Heavy est l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. 3 énormes moteurs brûlent des tonnes de carburant, ce qui permet au vaisseau spatial de prendre de l'altitude. Les 2 boosters latéraux se détachent et laissent le booster central pour la suite de l'ascension. Une fois en orbite, la fusée libère sa cargaison. Voici la sonde Parker Solar Probe, le premier vaisseau spatial à toucher le Soleil. Et nous allons suivre son voyage étape par étape. La sonde a été lancée le 12 août 2018 et a commencé son voyage vers notre étoile. Le Soleil est à 93 millions de kilomètres de la Terre. C'est 390 fois la distance Terre-Lune et 36 000 fois la largeur des États-Unis d'une côte à l'autre. Les particules de lumière que le Soleil émet ont besoin de 8 minutes pour parcourir cette distance. Pour nos fusées classiques, ce voyage prendrait plus de 200 jours. Mais la sonde Parker Solar Probe l'a parcouru plus rapidement en utilisant des manœuvres gravitationnelles. Sur son chemin de la Terre au Soleil, la sonde a tourné autour de notre voisine, Vénus. Il lui suffisait d'entrer dans le champ gravitationnel de la planète et de le laisser s'attirer. À ce stade, notre sonde spatiale a reçu un coup de pouce supplémentaire. Et elle n'a pas eu besoin de gaspiller de carburant. Après avoir effectué une orbite, les moteurs de la sonde spatiale ont modifié la trajectoire et la sonde a quitté l'orbite de Vénus. Elle a reçu suffisamment d'accélération pour se rendre jusqu'au Soleil. Et le 5 novembre 2018, la sonde Parker Solar Probe a effectué sa première approche du Soleil. Avant de toucher sa surface, la sonde a d'abord dû entrer dans l'orbite de l'étoile. Pour y parvenir, elle a effectué encore plus de manœuvres gravitationnelles. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à tourner autour du Soleil, l'objet le plus lourd du système solaire, et dont la gravité est la plus puissante. Ainsi, celui-ci a donné à la sonde une incroyable accélération à chaque passage. La sonde solaire Parker se déplaçait constamment entre 2 points. Ce sont le périhélie et l'aphélie. Regarde, voici le Soleil et voici l'orbite de la sonde en forme d'ellipse. Le point le plus proche du Soleil est le périhélie. Le Soleil attirait la sonde à une vitesse incroyable. À ce moment, la sonde a commencé à s'éloigner de l'étoile. Elle avait encore beaucoup de vitesse et d'énergie, mais elle luttait contre la force gravitationnelle de l'étoile. Donc, elle a progressivement ralenti. Le point où la sonde a perdu toute son accélération s'appelle l'aphélie. La force gravitationnelle de l'étoile l'a emportée et la sonde a commencé à revenir vers le Soleil en reprenant de la vitesse. La sonde a effectué plusieurs cercles en suivant une orbite stable, mais son orbite s'est à nouveau croisée avec celle de Vénus. Une nouvelle manœuvre gravitationnelle. Après cela, la trajectoire de la sonde Parker Solar Probe s'est légèrement modifiée et elle a gagné en vitesse. Le point de périhélie de son orbite est maintenant plus proche du Soleil. La sonde a effectué plusieurs autres cercles en suivant cette nouvelle orbite. Puis à nouveau, elle s'est approchée de Vénus, une autre approche du Soleil. Chaque rencontre avec Vénus a permis de corriger la trajectoire de la sonde et de réduire progressivement sa distance par rapport à notre étoile. En avril 2021, la sonde Parker Solar Probe s'est finalement approchée du Soleil au point de toucher sa couronne. Bien que la distance réelle entre la sonde et le Soleil ait été de 8,5 millions de kilomètres,
cela a tout de même été considéré comme un contact. Regardons la structure de notre étoile en la coupant en deux. Voici le noyau du Soleil. Il fait environ un quart de sa largeur. Ce noyau est 150 fois plus dense que l'eau. En raison de la forte pression et de la température élevée, des réactions nucléaires s'y produisent. L'hydrogène se transforme en hélium et dégage une quantité incroyable de chaleur et de rayonnement. La couche suivante est la zone de rayonnement. C'est là que la chaleur est transférée du noyau aux couches suivantes. Mais ici, les photons ne se déplacent pas vers l'extérieur. Ils peuvent être dirigés n'importe où et réémis de nombreuses fois. Les scientifiques pensent que le temps moyen nécessaire à un photon de lumière pour voyager du noyau à la couche suivante du Soleil est d'environ 10 000 à 170 000 ans. Ensuite, il y a la zone de convection. C'est ce que l'on considère comme la surface du Soleil. Mais ce n'est pas une surface solide. C'est un océan de plasma chaud. Cela ressemble à un nid d'abeilles. C'est parce que le plasma chauffé s'élève des couches inférieures, créant quelque chose comme des mini-geysers. Et tandis qu'il est encore chaud au milieu de ces geysers, les bords se refroidissent, ce qui crée un incroyable motif à la surface du Soleil. Les couches suivantes sont l'atmosphère du Soleil. Tout d'abord, la photosphère. C'est la couche qui émet de la lumière. Et c'est exactement ce que tu vois quand tu regardes le Soleil. Mais attention, ne fais pas ça. Il faut un équipement spécial pour regarder notre étoile. La photosphère a jusqu'à 400 km d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur à laquelle la Station spatiale internationale se déplace au-dessus de la Terre. Ensuite, la chromosphère, ou la sphère de couleur. Cette couche de l'atmosphère du Soleil donne à l'étoile sa teinte rougeâtre. Les protubérances solaires apparaissent ici. Ce sont de puissantes émissions de matière qui quittent la surface du Soleil. Leur vitesse peut atteindre 700 km par seconde. À un moment donné, elles sont attrapées par le champ magnétique de l'étoile et ramenées en arrière. Et puis, il y a la couronne, l'enveloppe gazeuse du Soleil. C'est là que se produisent les éjections les plus puissantes. Tu peux voir la couronne pendant les éclipses, lorsque la Lune recouvre le disque solaire. Dans ce cas, tu peux voir une sorte de lueur autour de l'étoile. C'est la couronne. Elle s'étend sur des millions de kilomètres autour du Soleil. Et la sonde Parker Solar Probe a touché précisément cette zone. C'est là que la matière et le rougeoiement solaire sont encore soumis à la gravité de l'étoile et ne s'envolent pas dans l'espace. Et tout ce qui se trouve au-delà de cette zone est le vent solaire. Ce sont les matériaux et les radiations qui parviennent à échapper à la gravité du Soleil et s'envolent vers l'espace. La sonde solaire Parker a surpris les astronomes en fournissant plus d'informations sur cette frontière. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un mur circulaire parfait comme nous le pensions. La frontière est discontinue et inégale. Elle ressemble plus à une chaîne de montagnes. Ces régions bosselées ont cette forme à cause du flux irrégulier de plasma provenant de la surface du Soleil. Plus ce flux est important et puissant, plus la frontière est éloignée de la surface de l'étoile. Mais les scientifiques ne savent pas encore ce qui cause exactement cette différence. Après avoir effectué le survol du Soleil, la sonde Parker Solar Probe a poursuivi son voyage et a recommencé à s'éloigner de l'étoile. Les chercheurs s'attendent à 4 autres approches en 2022. En août 2023, la sonde effectuera un survol de Vénus. Elle gagnera en vitesse et s'approchera du Soleil à une distance record. Le prochain survol de Vénus aura lieu en 2024. Avec un peu de chance, la sonde Parker Solar Probe sera capable de résister aux températures élevées et aux radiations à proximité du Soleil. Heureusement, les scientifiques ont pris soin de cela. La sonde a un bouclier solaire. Il est fixé sur le côté de la sonde qui fait face à l'étoile. Il a la taille d'une fenêtre de maison et une épaisseur de 10 cm. Il est fait d'un matériau spécial qui peut résister à une température d'environ 1370 degrés Celsius. C'est presque 6 fois plus élevé que la température d'un four de cuisine classique. Le corps de la sonde est fait d'un matériau blanc qui reflète la lumière du Soleil. Tout l'équipement scientifique est placé au centre de l'ombre de ce bouclier. Si les rayons du Soleil frappent de près le corps non protégé de la sonde, tous les équipements seront hors d'usage en quelques dixièmes de seconde. La sonde solaire Parker est équipée d'un instrument d'investigation des champs électromagnétiques. Il s'agit d'un système permettant de mesurer les champs électriques et magnétiques, les ondes radio, la température et la densité du plasma. L'imageur à grand champ de la sonde Parker Solar Probe, ou WISPER, est un télescope optique, celui-là même qui a pris ces images étonnantes du plasma en mouvement dans la couronne de l'étoile. Ces courants sont ce que tu vois pendant les éclipses solaires. L'enquête sur les protons et les électrons du vent solaire mesure les protons, les électrons et les ions d'hélium.
Elle aide les scientifiques à étudier les vents solaires. Elle nuit souvent à notre technologie. Des éruptions inattendues à la surface du Soleil provoquent de graves vents solaires. Ils peuvent brûler les puces des satellites en orbite autour de la Terre. Étant donné que nous avons l'ISS, où des gens travaillent en permanence, nous devons en savoir plus sur les vents solaires et sur la façon de nous en protéger. Alors que la sonde Parker Solar Probe poursuit ses recherches, elle a déjà établi plusieurs records mondiaux. C'est l'objet fabriqué par l'homme le plus proche du Soleil. C'est aussi le détenteur du record de vitesse. Lors de son approche finale du Soleil, la sonde a atteint une vitesse de 162 km par seconde. Cela signifie qu'elle pourrait couvrir la distance entre New York et Los Angeles en seulement 24 secondes. Et un voyage autour de la Terre prendrait environ 4 minutes. Un voyage vers la Lune dans un vaisseau spatial de ce type ne prendrait que 40 minutes. En 2025, la sonde Parker Solar Probe s'approchera au plus près du Soleil, atteignant une vitesse d'environ 690 000 km/h. Mais même cette vitesse ne représente que 0,064% de la vitesse de la lumière. 4 décembre 1970, le pilote Bruce Gernon avait 2 passagers à bord de son monomoteur Beechcraft Bonanza, son père et son associé. Ils ont décollé de l'île d'Andros, aux Bahamas, et se sont dirigés vers le nord-ouest, vers la côte de la Floride. Bien sûr, ils se trouvaient dans l'espace aérien du tristement célèbre Triangle des Bermudes. Mais c'était un vol classique que Bruce avait effectué des dizaines de fois auparavant. Le voyage durait généralement 1h30 sans le moindre accroc. Bruce a décollé et a commencé à prendre de l'altitude. Des choses étranges ont commencé à se produire dès le départ. Au début, il a remarqué un petit nuage devant lui. Mais celui-ci n'a cessé de grandir. Pas à cause de l'avion qui se rapprochait, le nuage grossissait à vue d'œil. Bruce a dû le traverser et il est sorti indemne de l'autre côté. Il a pris de l'altitude et un autre nuage mystérieux est apparu. Celui-ci était massif et Bruce n'avait pas d'autre choix que de voler à travers lui aussi. À ce moment-là, il a fait un noir d'encre tout autour de l'avion. Mais ce n'était pas un nuage d'orage et il ne pleuvait pas. Bruce commençait à s'inquiéter. Et puis, bam! Il a vu des éclairs de lumière blanche. Bruce a continué à voler pendant environ 30 minutes quand il a réalisé que c'était le même nuage qu'il avait traversé plus tôt quand il avait commencé à monter. Mais maintenant, le nuage était cylindrique et l'avion traversait son centre. Il était large et semblait sans fin. Bruce pensait qu'il ne pourrait jamais se sortir de ce piège. Mais 1 minute plus tard, il a vu de la lumière au bout du tunnel. Mais tout à coup, les parois du tunnel du nuage ont commencé à se rétrécir. Elles se rapprochaient de l'avion. Les instruments de navigation ont commencé à se dérégler. La boussole tournait toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les parois continuaient à se rétrécir, de plus en plus serrées, s'enroulant comme dans un vortex. Les instruments électroniques se détraquaient encore. Le temps manquait à Bruce. Il devait sortir de cet endroit rapidement. Une vingtaine de secondes éreintantes plus tard, il s'est échappé de ce piège brumeux. Comme Bruce l'a décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant 5 secondes lorsque son avion a quitté le tunnel. Les nuages se sont dispersés et l'avion se trouvait maintenant dans une brume grisâtre. Les hommes ont poussé un grand soupir de soulagement. Il a immédiatement saisi la radio et a contacté le contrôle au sol pour déterminer sa position. Mais lorsque le répartiteur a regardé l'écran vert, son visage s'est figé dans l'incrédulité. L'avion de Bruce n'était pas sur le radar. C'était comme s'il était devenu invisible. Mais ensuite, le répartiteur a dit que l'avion était déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce était choqué. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Le voyage entier prenait habituellement environ 90 minutes. Mais cette fois, il n'avait fallu que 47 minutes pour arriver à destination. Son avion n'avait pas atteint comme par magie une vitesse supersonique supérieure à la vitesse de croisière maximale limitée du modèle. C'était physiquement impossible. Le répartiteur avait dû faire une erreur. Mais quand les nuages se sont séparés, Bruce a vu qu'il était vraiment au-dessus de Miami. L'avion a atterri en toute sécurité et il était temps d'essayer de résoudre ce mystère. Bruce a vérifié le carburant restant et sa montre. Après un court calcul, il n'en était que plus confus. L'avion n'avait pas consommé la quantité de carburant qu'il aurait dû. Les archives montrent que 84 taches solaires ont été enregistrées ce jour-là, ainsi qu'un énorme vent solaire. Cela aurait provoqué des perturbations dans la magnétosphère de la Terre qui auraient pu perturber les instruments et les radars de l'avion. Mais jusqu'à présent, personne n'a été capable d'expliquer comment l'avion est arrivé à Miami si vite. Peut-être que la vérité sera révélée à l'avenir. En attendant, cela reste une autre énigme mystérieuse du Triangle des Bermudes.
Ok, supposons que ce minuscule grain de sable, d'un diamètre d'environ 2 mm, soit notre planète Terre. Crois-moi, nous ne sommes même pas si grands à l'échelle cosmique, donc ce n'est pas exagéré. La Lune sera juste ici, à un peu plus de 5 cm, et il faudra trouver un grain de sable 3 fois plus petit que le premier. Il est difficile de dire si c'est le bon, alors supposons encore une fois que c'est le cas. Quel est le voisin le plus proche de la Terre, à part la Lune ? Vénus. On l'appelle notre planète sœur parce qu'elle a à peu près la même taille et la même masse, donc ce deuxième grain de sable va faire l'affaire. Pour ce qui est de la distance, nous allons devoir faire une petite promenade maintenant. Et voilà, nous sommes à plus de 6 mètres du grain de sable qu'est la Terre, et c'est le plus près possible. Ensuite vient Mercure, qui est plus de 2 fois plus petite que la Terre. Alors prenons un grain de sel cette fois pour varier. À quelle distance penses-tu qu'elle se trouve de sa voisine, Vénus ? Elle est ici à presque 8 mètres. Si tu as déjà vu un bus londonien à 2 étages, c'est à peu près l'équivalent. Bon, Mercure est la planète la plus proche du Soleil, alors naturellement voilà, la grande et puissante étoile, aussi grosse que cette pierre. Elle a un diamètre d'environ 20 cm. Maintenant, où faut-il la placer ? Eh bien, tu ferais mieux de prendre un autre bus à 2 étages, car la distance entre le Soleil et Mercure est de 9 mètres, c'est-à-dire encore plus loin que Vénus. Et s'en aller de là jusqu'à la Terre, c'est déjà un sacré voyage. Dans l'ensemble, la distance est à peine inférieure à celle qui sépare 2 bases d'un terrain de baseball. Impressionnant, n'est-ce pas ? Et pourtant, on vient à peine de commencer. En s'éloignant du Soleil, on arrive sur Mars, qui est 2 fois plus petite que la Terre. Prenons un grain de poivre rouge cette fois-ci. Mais la distance qui les sépare est encore plus grande que celle qui sépare Mercure du Soleil. Plus de 10 mètres. Nous le placerons donc ici. Et maintenant, prépare-toi pour le vrai choc. Traversons la ceinture d'astéroïdes pour atteindre Jupiter. Pour cela, il faudra s'éloigner d'environ 84 mètres, ce qui est presque la hauteur de la Statue de la Liberté. Et la planète elle-même est à peu près de la taille de ce grain de raisin, à peine plus de 2,5 cm. Prenons maintenant un grain de raisin plus petit et éloignons-nous d'un autre 100 mètres. C'est la distance entre Saturne et Jupiter. Peux-tu encore voir notre pierre, à savoir le Soleil d'ici ? C'est plutôt difficile. Si tu prends le Golden Gate Bridge de San Francisco et que tu décides de t'élever de son point le plus bas à son point le plus haut, cela correspondrait à la distance entre Saturne et Uranus, la 7e planète du système solaire. Tu as remarqué que les distances augmentent à chaque fois ? Mais c'est loin d'être fini. Voici Neptune, la planète sœur d'Uranus. Bien qu'elle soit voisine, il nous faudra encore 250 mètres pour y arriver, soit l'équivalent de 5 piscines olympiques mises bout à bout. L'ancienne 9e planète, Pluton, est notre prochaine destination. Si nous partons directement du Soleil, il y aura encore 4 piscines olympiques de plus. Et la taille de celle-ci n'est qu'un grain de poivre moulu. Pluton est 6 fois plus petite que la Terre. Et maintenant, place à l'inconcevable. Retournons d'abord à notre Soleil et recommençons notre voyage à partir de là. Tu te souviens de la distance à parcourir ? Oui, plus d'1,5 km maintenant. Pour atteindre la limite intérieure du système solaire, à partir de ce point, nous devrons faire le tour de la Terre 4 fois. Toujours à l'échelle où le Soleil n'est qu'une pierre de 20 cm de diamètre. Et quand ce sera fait, nous nous retrouverons dans une énorme ceinture de morceaux de glace flottants, le nuage de Oort. La largeur de cette ceinture dépasse largement les limites de notre planète, mais nous allons essayer. Prenons 3 rochers de la même taille que notre Soleil et disposons-les en ligne. Et maintenant, imaginons que chacune de ces roches a la taille du vrai Soleil. C'est la largeur du nuage de Oort qui tourne en cercle autour de tout le système solaire. Si nous le mettons à notre échelle initiale, le Soleil ne sera même pas visible, pas plus grand qu'un atome. Donc recommençons avec une autre échelle. Cet anneau de pierre contient en son sein l'insondable volume de l'espace. Son rayon est d'environ 1 année-lumière. Fixons-le désormais à 1 cm. Ce sera notre référentiel pour toutes les découvertes à suivre. Le système stellaire le plus proche est Alpha Centauri et il sera à environ 4 cm de distance. Il est composé de 3 étoiles et d'au moins une planète qui pourrait être habitable. Le système est trop petit pour être visible à cette échelle, mais nous allons faire comme si ce grain de sable était suffisant et aller plus loin. Ensuite, allons au bord de la Voie lactée, notre galaxie. La galaxie elle-même fait environ 100 000 années-lumière de large, mais nous ne sommes pas loin de son centre,
Donc la distance ne sera que de 50 000 années-lumière. Sur l'échelle super réduite que nous avons créée, elle sera de 500 mètres. Si tu allongeais la tour CN de Toronto, il ne manquerait que quelques mètres. D'ici, la galaxie la plus proche de nous est Andromède. Dans un futur lointain, elle entrera en collision avec la Voie lactée. Mais pour y arriver, nous devrons parcourir près de 25 km, soit 2,5 millions d'années-lumière en échelle réelle. À titre d'information, c'est 2,5 fois plus profond que le point le plus profond de la fosse des Mariannes, connu sous le nom de Challenger Deep. Ensuite, il y a un objet que nous pourrions enfin placer à plus grande échelle, NGC 604, une nébuleuse stellaire située dans la galaxie du Triangle. En ligne droite, nous n'aurions besoin de parcourir que 2 km de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Alors faisons-le. Et la nébuleuse elle-même a un diamètre d'environ 1500 années-lumière, ce qui équivaut à 15 mètres dans notre échelle. Comme un immeuble de 5 étages. Mais revenons en arrière d'environ 1 km et regardons autre chose. Cet objet a presque exactement la taille d'un Boeing 747. Et étonnamment, c'est une galaxie naine pour être précis. Messier 32 a un diamètre de 6500 années-lumière et c'est un satellite de la galaxie d'Andromède. Ils se déplacent ensemble, Messier étant entraîné par la gravité de sa grande sœur. Et maintenant, prépare-toi au grand vertige. Nous allons entrer dans des distances et des tailles qui sembleraient impossibles si elles n'étaient pas vraies. Revenons d'abord au cercle de roches qui constitue notre système solaire. En remontant et en s'éloignant de notre système solaire, nous pouvons voir la Voie lactée qui s'étend sur 20 km de large. En continuant à prendre de la hauteur, on peut voir le grand vide autour de la galaxie que nous avons déjà traversée aujourd'hui, 25 km de néant. Puis, on voit les galaxies et les galaxies naines qui entourent la nôtre. D'abord Andromède, puis d'autres, jusqu'à ce que l'on soit assez haut pour voir tout le groupe local. C'est un amas galactique dans lequel la Voie lactée ne représente pas plus de 1%. Le diamètre est de 100 km. Élevons-nous plus haut encore, et maintenant, nous voyons le superamas brillant et lumineux de Laniakea, qui abrite le groupe local. D'ici, notre galaxie n'est même pas visible. Le diamètre du superamas est d'environ 5200 km. C'est plus que la distance entre Los Angeles et New York. Et ce n'est pas fini. De plus en plus haut, jusqu'à ce que nous voyions le grand mur de Boss, c'est un superamas situé à une distance inimaginable de nous, et à notre échelle actuelle, son diamètre est d'environ 10 000 km. C'est plus que la Grande Muraille de Chine avec toutes ses branches. Pas étonnant que ce soit le boss des superamas. Et enfin, nous sommes maintenant dans l'espace intersidéral, même si le modèle de notre galaxie est resté si loin en dessous qu'on ne peut pas le voir sans télescope. Et nous regardons maintenant le plus grand objet de l'univers observable, le grand mur Hercule Corona Borealis. Sur l'échelle actuelle, il se trouve à 100 000 km de la Terre, soit un quart de la distance Terre-Lune. Et son diamètre est le même, donc il occupe un autre quart du chemin. Il y a des milliards et des milliards de galaxies, de nébuleuses et d'étoiles, et les possibilités sont presque infinies. Et pourtant, l'univers est toujours en expansion. Donc, ce n'est que le début.